Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Mexique cette fois, où on va, comme d'habitude, vous parler de notre itinéraire et quelques bons petits conseils. Alors avant de vous parler des étapes de notre voyage, on a voulu vous parler un peu des recherches qu'on a fait avant d'aller au Mexique. Et globalement, on voit facilement des avertissements, des attention c'est dangereux, des problèmes entre les policiers et les touristes. Et je pense qu'on aimerait un peu dédramatiser Oui, voilà, ce qu'on entend même, dire. même nos proches ont pu nous dire de, voilà, faites attention, c'est le Mexique quand même. Mais oui, globalement, certains États sont déconseillés pour les touristes. Mais les États dans lesquels nous avons été, c'est-à-dire les États principalement touristiques, donc le Yucatan, Quintana Roo et Campeche, ce sont des États dans lesquels nous, on ne s'est jamais senti en insécurité. Alors bien sûr, il y a des règles à respecter comme dans tout nouveau pays où vous allez, mais globalement, on vous conseille vraiment de ne pas vous arrêter sur ce que vous lisez parce que c'est souvent les commentaires négatifs qui reviennent et plutôt y aller et vous dire oui voilà vous allez faire attention comme partout où vous allez. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Cancun qui était notre première destination. Cancun c'est assez grand mais le boulevard qui est assez long sur lequel se trouvent tous les hôtels est assez connu car il fait face à la plage donc c'est idéal si vous avez du bon temps. Et c'est aussi sur ce boulevard que vous allez trouver des magasins tels que Oxxo, dans lesquels vous pouvez acheter une carte SIM. Donc pas d'inquiétude si vous avez oublié de l'acheter à l'aéroport, vous pouvez y aller et ils vous l'installent eux-mêmes, donc c'est parfait. C'est aussi sur ce boulevard que vous allez trouver un énorme centre commercial en plein air. Donc c'est idéal si vous avez besoin d'acheter quelque chose en dernière minute ou pour faire une journée shopping, vous allez trouver de tout. Et il y a un bon système de bus si jamais vous n'avez pas de voiture de location qui va vous y emmener directement et c'est très fréquent. Donc voilà, on n'est pas resté très longtemps à Cancun, mais ça nous avait l'air d'être une ville très sympa. Notre prochaine destination, c'était l'île d'Isla Mujeres qui est pas loin de Cancun. Et pour s'y rendre, il y a plusieurs embarcadères et nous on a pris le plus proche au départ de Cancun, c'est celui de Puerto Juarez. Pour vous rendre sur l'île, vous n'aurez pas l'occasion de prendre votre véhicule, donc vous devrez le laisser dans le parking de l'embarcadère, qui est un parking sécurisé. En arrivant sur l'île, vous arrivez directement sur la partie nord, c'est-à-dire que l'île est séparée en deux, la partie nord et la partie sud, et c'est dans la partie nord qu'il y a tout ce qui est touristique. La plupart des hôtels, les restaurants, il y a des boîtes de nuit, il y a la Playa Norte qui est une plage magnifique sur laquelle on s'est retrouvé. L'eau était chaude, le sable, il est presque blanc, elle est magnifique. Et malgré le fait qu'on était en plein été, il n'y avait presque personne. Donc on en a bien profité à notre aise. Nous, notre hôtel, il était situé vraiment au milieu de l'île. C'est-à-dire que l'île, elle s'affine un peu, il était à cet endroit-là. Et donc on s'est dit, bah, vu notre position, on va en profiter pour aller voir la partie sud de l'île qui nous a été décrite comme moins touristique et ça se voit, mais il y a la possibilité de voir des tortues depuis la plage là-bas, mais en réalité non, dans le sens où toutes les plages sont privées et appartiennent aux hôtels. Et pour y avoir marché tout le long, on n'a vu aucun accès à la plage, pas le moindre. Et c'était une petite trotte quand même. Mais donc voilà, nous on a fait tout ça à pied, que ce soit du nord au sud dans la même journée, et c'est tout à fait faisable. Ceci étant, si vous préférez, il y a également des voiturettes de golf, mais qui je pense doivent avoir leur prix. Mais voilà, on est resté une journée au total à Isla Mujeres et on a vu ce qu'il y avait à voir. L'île est, comme tu l'as dit, elle est petite. Donc voilà. À ne pas rater. Ensuite, on a décidé de continuer sur notre lancée et d'aller voir une autre île, Holbox. Pour y aller, il faut d'abord se rendre à l'embarcadère de Chiquila, qui est un embarcadère où vous allez voir, vous devez aussi laisser votre voiture, mais il n'y a pas de parking comme au port de Puerto Juarez. Du coup, ce qui se passe, c'est que les habitants des environs du port vous invitent à laisser votre voiture chez eux, dans leur parking privé de leur habitation, en échange de quelques pesos pour laisser votre voiture une nuit, 2 nuits. Dans notre cas, c'était 2 nuits, on n'a pas eu de soucis. Juste un conseil, très vite et très rapidement, en fait, vous allez voir des habitants qui vont essayer
voilà, de vous faire garer à cet endroit-là. Mais n'hésitez pas à vraiment aller jusqu'au bout, donc le plus proche possible du bateau en fait, parce que là aussi il y a des habitants et leurs parkings sont grands et il y a généralement de la place et ce n'est pas plus cher qu'avant. Et c'est là-bas que vous allez acheter votre ticket pour l'embarcadère le jour même, il me semble. Et c'est là qu'on a remarqué, et ça s'applique, je pense, à peu près partout au Mexique, mais on a remarqué que quand on voit les prix pesos, euros, dollars, si vous payez en euros ou en dollars, en fait, vous payez beaucoup plus cher. Et donc, si vous en avez l'occasion, faites la plupart de vos transactions en pesos. Une fois arrivé sur l'île d'Olbosch, vous allez voir c'est un petit peu plus grand que Isla Mujeres, mais aussi tout à fait faisable à pied. Il y a aussi d'ailleurs des voiturettes de golf à louer si vous voulez. L'île était inondée, photo à l'appui, mais c'est tout à fait faisable parce que les trottoirs justement ils sont assez hauts. Je crois que oui c'est fait exprès. Donc, mis à part, si vous n'avez pas de grosses valises à roulettes que vous devrez porter, ça va. Si on s'est rendu sur cette île, c'est principalement pour la bioluminescence, qui est un phénomène exceptionnel. Ce sont en fait des espèces de petits planctons lumineux qui font briller l'eau, mais pour ça, il faut vraiment qu'il fasse nuit noire. Et c'est à certaines périodes de l'année, on voit plus le phénomène qu'à d'autres. Dans notre cas, en été, c'était pas la période où on voyait le phénomène à son intensité maximum. Mais on a décidé de s'y rendre. Il faut savoir qu'il y a aussi plein de petits guichets avec des excursions qui sont prévues jusqu'à la plage où vous pouvez le voir. Nous, on a d'abord décidé d'essayer de le faire nous-mêmes à pied, ce qui est possible. Le problème, c'est que vu que le centre était inondé, eh bien, le chemin qu'on devait emprunter était inondé aussi. Il n'y avait pas de trottoir et donc ça nous a empêchés à un moment donné, on ne savait plus avancer. Donc on a dû faire marche arrière et aller chez ces petits vendeurs qui proposent des excursions qui ne sont pas forcément très chères et ils viennent vous chercher en quad en fait, devant votre hôtel. Oui, c'est assez tard, je pense que nous c'était 23h30. Mais en l'occurrence, vu que nous on a fait marche arrière, on est arrivé très tard au guichet. Oui. Et d'ailleurs, ça a été l'occasion pour nous d'avoir l'excursion, même si elle est à un prix tout à fait raisonnable. Ça nous a permis d'avoir moins cher parce que on a hésité sur le coup et face à notre hésitation, ni une ni deux, on nous a proposé un prix au rabais. Et en fait, c'est l'occasion peut-être si à un moment vous devez un peu plus calculer votre argent, d'essayer de l'avoir tard et d'avoir une réduction. Oui, voilà. C'était Punta Mosquito ou Punta Coco? Punta Coco, je pense. C'était Punta Coco. Mais je tiens à dire qu'il y a énormément de moustiques et qu'il faut se protéger. Je crois que notre première grosse embuscade, ça a été là-bas. Oui, vraiment. Donc n'oubliez pas votre anti-moustique. Notre deuxième journée à Olbosch était consacrée à une autre partie de l'île et donc à Punta Mosquito cette fois, qui est un banc de sable. C'est assez incroyable à voir en fait parce que pour rejoindre le banc de sable, vous devez passer dans l'eau et vous mouiller littéralement jusqu'aux hanches. En tout cas pour nous c'était jusqu'aux hanches, je crois que si la marée est plus haute, ça peut aller un peu plus haut. Mais du coup vous avez ce banc de sable qui est très très long. C'est des plages paradisiaques, c'est super beau. C'est aussi une des zones où les drones ne sont pas autorisés. C'est un endroit super agréable, l'eau étant à ça à peu près du sable, tout était hyper tiède comme ça, c'était super agréable. Et tant qu'on était dans cette zone-là, on s'était arrêté à un restaurant. Et il faut juste prendre en compte que les restaurants avec transat, etc., risquent de vous dire, comme ça a été le cas pour nous, que si vous n'avez pas dépensé assez pour votre repas, vous n'êtes pas invité à rester sur les transats. Voilà, donc il vaut mieux juste prévoir un essuie et vous poser sur la plage qui est très très longue, très très belle aussi. Même si vous n'êtes pas sur le banc de sable, en fait, la plage est magnifique. Absolument. Vous pouvez aller très loin dans l'eau en ayant toujours le niveau qui ne monte pas très haut en fait. Donc, et tant qu'on parle des restaurants, quand on a été à Olbosch, dans le centre, on a eu beaucoup de chouettes restaurants. On a super bien mangé là-bas. Plein d'options véganes, végétariennes. Oui, tout à fait. Donc ça c'était vraiment génial. Voilà, et en fait on a passé la journée à faire ça avant de quitter l'île. Et donc le lendemain matin, on a voulu aller très tôt vers Los Coloradas, qui depuis l'embarcadère de Chiquila a l'air très proche. Mais nous, on utilisait Maps.me, qui est une application qui nous permet
de créer nos itinéraires comme sur Google Maps, mais sans avoir besoin de la 4G. C'est une application super pratique qu'on recommande, il faut juste télécharger les cartes à l'avance. Et donc du coup, via cette application, on n'a pas eu d'autre chemin qu'un assez long détour par les terres, mais qui est peut-être le seul chemin empruntable, ça on n'est juste pas sûr. Mais du coup, on arrive du côté du lac Rose, et à l'entrée du village, il y a des gens qui vous arrêtent, entre guillemets, enfin, qui vous invitent à vous arrêter pour vous amener sur le site. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, c'est pas une arnaque, ils nous amènent, on les suit jusqu'à l'endroit. Et du coup, ça nous permet d'arriver à l'endroit en question qui est un lac rose. Il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier qui est plus rose et qui l'est plus en fonction du moment de l'année. Dans notre cas, il était bien rose, mais il semblerait qu'il pouvait l'être encore plus. Ouais. Mais donc voilà, la visite, c'est un aller-retour le long du lac. Le guide va vous donner quelques petites informations, mais n'a pas un réel apport. Le fait est qu'on le paye est assez cher et bon, parce qu'il y a une entrée, il y a un guichet, et c'est assez cher pour ce que c'est. Par contre, c'est magnifique. C'est juste pour vous surveiller en fait. Oui. C'est pour éviter que vous touchiez l'eau, oui, parce que c'est interdit, et juste voilà, pour l'observer d'un peu plus près. Mais voilà, si vous devez éliminer un point ou un lieu dans votre road trip parce que vous n'avez pas le temps, je pense que vous pouvez l'éliminer, ce ne sera pas une énorme perte. Nous nous sommes ensuite dirigés vers Rio Lagartos, qui est une réserve naturelle où vous allez voir en arrivant, il y a beaucoup d'excursions à faire en petit bateau. Généralement, vous êtes seul, le prix est raisonnable et ça vous permet quand même quelques heures d'aller voir des oiseaux, des flamants roses et des crocodiles. Ouais. Ce qu'on a eu la chance de voir, et la personne qui nous guidait nous racontait que oui, ils en voient tous les jours, donc il ne faut pas s'inquiéter. Si c'est votre but, vous en verrez. Ah ouais. C'est très impressionnant à voir. On nous a aussi amenés dans une petite zone argileuse où on nous explique que les chasseurs en mettaient sur eux pour couvrir leur odeur, et du coup on nous invite à faire pareil. Ça pue un peu, mais c'est amusant à faire. Oui. Nous sommes partis ensuite en direction de Valladolid, qui est une ville de l'enfer. Elle est magnifique, il y a des couleurs, il y a des animations pendant la journée, il y a des gens qui dansent, il y a des bons restaurants. Oui. C'est vraiment une belle ville bien animée, mais la circulation est un véritable enfer. Ensuite, tout aux alentours en fait, de Valladolid, il y a des cénotes. Il y en a par milliers dans cette zone du Mexique. Ce sont des espèces de... Bon, c'est des trous, des grottes d'eau comme ça. Voilà, dans lesquelles on peut aller nager. Il faut souvent payer pour y aller, mais c'est très rafraîchissant. Souvent, on va vous demander de porter un gilet de sauvetage, mais c'est pas toujours obligatoire, ça dépend un peu. On en a fait plusieurs, on vous mettra tous les noms sur notre site timeloo.be. Le lien sera dans la description. Oui. Mais bien sûr, on vous les conseille. Enfin, pour nous, c'est impensable d'aller au Mexique sans aller dans une cénote. Et dans la même partie, on a été au temple de Ekbalam, qui est un temple maya sur lequel on peut monter. Attention, vous allez découvrir les marches les plus irrégulières de votre vie. Et quand ça tape, la montée peut être assez sévère, parce qu'après il faut redescendre, presque tout le monde redescend sur les fesses d'ailleurs. Oui. Parce que, et en fait, je ne pourrais pas conseiller de ne pas le faire, parce que je pense que là, ce serait une sacrée belle chute si jamais vous veniez à vous prendre les pieds, quoi. Oui, et d'ailleurs, il y a un peu des avertissements partout qui vous disent que si les secours doivent venir, ils prendront quelques heures. Ouais. C'est des lieux remplis d'histoire. Donc voilà. Et en plus, valoriser le fait que si vous avez vraiment envie de monter sur un temple, ben, il y en a assez peu où on peut le faire. C'est encore autorisé. Exactement. Donc... Chichen Itza, une des 7 merveilles du monde, un incontournable si vous allez au Mexique. On est parti vers Chichen Itza très très tôt pour arriver à l'ouverture sur le site. Alors avant l'ouverture, il y a des grilles qui vous empêchent d'accéder au parking, et pendant que vous attendez à ces grilles, il y a énormément de personnes qui vont venir toquer à votre fenêtre pour vous dire qu'ils sont guides et qu'ils peuvent tout à fait vous expliquer si vous les payez, et s'ils vous accompagnent souvent dans votre voiture jusqu'à l'entrée. Ce sont des arnaques, ne faites pas ça. Les seuls guides officiels, ce sont ceux qui se situent au guichet juste à l'entrée de Chichen Itza. On a pris un guide et on a bien fait, parce qu'on était vraiment là à l'ouverture.
et aussi il n'y avait personne. Et ça vraiment, ça nous a changé la vie parce qu'il faut savoir qu'il y a des cars remplis de touristes qui partent d'autres villes comme Cancun par exemple et qui eux vont arriver vers 10-11 heures. Or si vous arrivez à l'ouverture, vous pourrez profiter d'une des 7 merveilles du monde presque totalement seul en fait, ce qui est exceptionnel. Et au niveau du guide, il nous a expliqué des choses Le guide, il incroyables. était incroyable. Arturo, le GOAT. Si vous êtes là-bas, demandez-le. Il parlait en tout cas à celui-ci très bien anglais. Il explique tout ce qu'il y a à savoir, vraiment tout, en prenant tout son temps. Et par exemple, quand on est devant le temple, il nous explique qu'en tapant dans nos mains au pied de l'escalier, on entend un bruit d'oiseau. Et en fait, on le fait, et oui. Et en fait, c'est dingue de se dire. C'est tellement différent parce qu'il ne parle pas que de Chichen Itza, il en profite pour parler de l'histoire autour. On va pas la faire à sa place parce qu'il le fait beaucoup trop bien. Mais vraiment, il y a toutes ces techniques, toutes ces symboliques qui sont autour de ces constructions qui sont. C'est énorme quoi. Donc c'était une journée passionnante, c'était une journée bien remplie à ce niveau-là et je crois que l'une des meilleures qu'on ait passé là-bas. Oui. Alors, dans le but d'aller vers Campeche, on s'est arrêté à Izamal et Mérida. Izamal, c'est une ville jaune. Tout est jaune, c'est assez atypique, c'est impressionnant et c'est beau à voir. Donc c'était juste un arrêt et ça en valait la peine. Et Mérida, on s'y arrêtait du coup pour dormir. Mais sinon, c'est une ville assez impressionnante parce qu'elle est très moderne. Et très grande. Donc rien à voir avec ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, du coup, Valladolid ou Cancun. Je crois que c'est la seule ville où le passage piéton signifie quelque chose pour les Mexicains. Et rien que ça, c'était impressionnant. Nous nous sommes ensuite rendus à Uxmal, qui pour le coup est plus un site archéologique plus complet. C'est-à-dire qu'on n'est pas centré sur un temple, on a vraiment beaucoup d'infrastructures différentes et on peut vraiment se balader librement entre toutes, dans toutes ces bâtisses. Et il y a à nouveau, du coup, on a vu des gens qui essayaient, il y a à nouveau ce clap devant le temple principal où on entend ce bruit d'oiseaux. Et donc voilà, à nouveau un très bel endroit rempli d'histoire. Oui. Ensuite, on s'est dirigé vers la ville de Campeche, qui est une ville fortifiée et on peut encore y voir les remparts. Et à l'intérieur, eh bien, c'est encore l'ancienne ville qui est très très colorée, donc très sympa à découvrir à pied. C'est aussi près de la mer. Oui, tout à fait. Et donc le coucher de soleil qu'on y a vu était splendide. Donc si vous allez dans l'état de Campeche, n'oubliez pas de vous y arrêter. Alors notre prochaine destination c'était Calakmul. Mais il faut savoir que pour s'y rendre c'est un sacré périple parce que depuis Campeche vers Calakmul déjà c'est de longues heures de route. Et surtout les routes sont dans un état terrible, catastrophique. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de trous. On était là en train d'éviter les trous parce qu'on ne peut pas trop ralentir non plus parce qu'il y a quand même 4-5 heures de route jusque là-bas. Et du coup, on arrive sur place, on paye une entrée et on nous précise que maintenant on va rouler à 30 km/h pendant 2 heures. Pendant 2 heures. Et donc nous, on ouvre grand les yeux parce que c'est une réserve naturelle où on a la possibilité de voir plein d'animaux. Dont des jaguars, même si c'est rare. On n'en a pas vu. Tant mieux. D'une certaine manière, je crois que tant qu'on était en voiture, on aurait bien eu envie. Mais ça n'a pas été le cas et une fois à pied, on était content de ne pas en croiser. Du coup, vous imaginez pourquoi. Mais du coup, la route est longue pour y arriver, mais ce que vous trouvez à l'arrivée, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vu que peu de touristes ont le temps ou l'énergie de faire cette route à 30 km/h, eh bien, la réserve, elle est vide en fait. Et petite occasion, moi je préciserai que tant qu'on est dans ces réserves naturelles, c'est le cas ici et à d'autres endroits où on a été auparavant, mais il est précisé que c'est à vos propres risques et périls parce qu'il y a des serpents et d'autres animaux capables de vous tuer. Oui. Donc en fait, ils se déchargent de la responsabilité, donc il faut quand même en tenir compte, je pense. Si vous avez un problème, il n'y aura pas de secours. Voilà. Il n'y en aura pas tout simplement. Mais si on a décidé d'y aller, c'est surtout parce qu'on pouvait y voir des singes et on en a vu. Et c'était vraiment incroyable parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc il faut savoir qu'il fait très très chaud, mais qu'on est habillé en long de la tête aux pieds à cause des moustiques. Exact. Parce que malgré l'anti-moustique... quand on est sorti de la voiture, ça a été un deuxième combat interminable. Et du coup, on se baladait dans cette réserve pour observer les petits temples qu'il y a ici et là. Et on entend de la pluie. Et on se demande ce que c'est. Et en fait, ce sont des singes
qui sont bien au courant que des humains sont sur leur territoire et qui en fait essayent de nous viser avec... En nous pissant dessus exactement, et mais en pas que. essayant de se mettre au-dessus de nous et de lâcher des crottes. Et donc vous allez entendre des pacs. Et en fait, ils ont essayé de nous chier dessus à de multiples reprises. Mais c'est vraiment, on s'est senti tellement privilégiés parce qu'ils sont dans leur, De leur habitat dans naturel. leur habitat naturel, on peut les observer, on les a pas embêtés, on n'est pas resté trop longtemps, Ouais. mais c'était quelque chose. C'est un moment unique. Oui, c'est unique. Et avant ça, on a croisé une autre espèce de singe qui est vraiment typique du singe qu'on imagine qui se balade de branche en branche. Ouais, Ça, oui, c'était dingue. On l'a pas vu pendant longtemps, mais il nous a laissé une forte impression. Et donc, à nouveau, il y avait un temple qu'on a pu. Qu'on peut escalader. On peut escalader, oui. Et on y est resté pour observer la jungle en fait qui nous entoure et ce calme et ces bruits de singes qui hurlent en fait à travers tout le parc. Donc on a bien profité de cette journée-là, puis on a fait le retour à 30 voiture km/h. à 30 km/h. Et puis à la sortie de Calakmul, non loin de là, vous avez un endroit où vous pouvez vous garer et tous les jours à une certaine heure, mais ça dépend en fonction de la période de l'année. Vous assistez à un spectacle incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des millions de chauves-souris qui sortent de leur grotte au même moment, ça peut durer des heures. Et donc, on a payé les guides et ensuite, ils nous ont montré l'entrée de la grotte, ils nous ont expliqué un petit peu comment ça se déroulait. On n'était pas beaucoup, vraiment, il y a vraiment pas beaucoup. On était moins d'une dizaine. Oui, moins voilà. d'une dizaine et c'était impressionnant à voir. Oui, Par contre, vu que c'est à la tombée de la nuit, on a été obligé d'attendre sur place et de repartir à la nuit tombée. Là, on a été un peu plus précautionneux, on a fait plus attention au niveau de notre retour parce qu'on est près de la frontière du Guatemala et il y a beaucoup de militaires qui surveillent. On a été arrêtés notamment. Qui arrêtent la voiture pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Donc sans encombre, hein, mais. Oui, mais sans quand même, encombre et on a pu atteindre une de nos dernières destinations qui était Bacalar. Donc nous sommes arrivés à Bacalar qui est connu pour la lagune aux 7 couleurs. C'est un endroit où il y a les eaux les plus bleues du Mexique. Et là-bas il y a plein d'activités différentes à faire. Il y a du bateau, il y a d'autres cénotés, il y a, vous pouvez juste vous profiter de l'endroit. Et nous ce qu'on a décidé de faire c'est d'aller à Los Rapidos. C'est un endroit en particulier où quelqu'un a installé un endroit où on peut boire, manger. C'est un restaurant en fait. C'est ça, c'est un restaurant où on peut juste payer son entrée pour profiter du Los Rapidos qui permet en fait de mettre un gilet de sauvetage qui n'est même pas obligatoire d'ailleurs, mais et vous remontez un peu la lagune et vous vous laissez aller dans le courant et puis vous retombez sur le restaurant. Et c'est un moment genre super sympa. On l'a refait plusieurs fois. fois. Ouais, c'est un petit plaisir enfantin comme ça à faire en boucle. Vraiment super sympa, super endroit. Notre avant-dernière destination était Tulum, qui est notamment une ville connue pour les ruines mayas de Tulum, que nous avons faite. C'est une zone très touristique parce que c'est une ville touristique au Mexique. Mais c'était très agréable à visiter, on a pu voir toutes ces ruines et aussi tous les iguanes qui vivent dans ces ruines. C'est aussi à cet endroit-là qu'on s'est rendu compte du problème de la sargasse, notamment avec cette vue que je pense vous connaissez tous. C'est un peu une carte postale de cette plage qui se trouve en bas des ruines de Tulum. Mais malheureusement, en été, à la période où on y était, eh bien, ce n'est pas du tout une carte postale. C'est rempli à crever de sargasse. On voit des lignes et des lignes de sargasse qui ont été ramenées par la mer. En fait, il y en a tellement qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, je pense. Et là, on l'a remarqué à ce moment-là, oui et non, dans le sens où on voit le phénomène, on le voyait déjà à Cancun, on avait déjà un peu l'odeur ici et là. Mais en fait, quand c'est près d'une zone ultra touristique, où il y a un hôtel dessus surtout, eh bien, ils font en sorte de nettoyer les plages de la sargasse. Et en fait, on s'en rend du mieux qu'ils peuvent. Mais du coup, on s'en rend un peu moins compte. Mais ça, c'est un endroit où vraiment le phénomène est un peu hors de contrôle et où en fait on le voit et voilà. Mais mis à part cette zone, ça reste un endroit incroyable à voir. On avait aussi pris un ticket qui nous permettait de faire un tour en bateau pour voir les ruines de la mer, ce qu'on a fait. On le regrette un petit peu parce que ce bateau s'est arrêté à un endroit où on nous proposait de sauter pour voir les tortues et les raies.
Et avec le recul, c'est vrai que ce n'était pas idéal parce que voilà, il y avait plein de bateaux l'un à la suite de l'autre et ils jetaient de la nourriture pour attirer les raies. Ouais. Donc voilà, c'était pas incroyable. Si c'était à refaire, on ne le referait pas. Mais après, c'est à vous de décider si vous essayez d'attraper les tortues, de les toucher. Oh, c'est ça, ouais, c'est à vous de décider de ne pas le faire plutôt. Oui. Parce que voilà, c'est ce qui fera la différence entre le fait de continuer à nuire à la faune ou pas, quoi. Oui, voilà. On a ensuite visité la réserve naturelle de Siankan et pour pouvoir aller la visiter, on vous conseille de vous balader dans les rues de Toulouse parce que là, il y a plusieurs agences qui proposent des excursions. Donc n'hésitez pas à comparer les prix parce qu'ils ne proposent pas toujours le même tour. Mais donc pendant cette balade et cette visite de Siankan qui est guidée en plusieurs langues, donc il y a aussi en français, vous pourrez notamment voir des crocodiles, des lamantins, des dauphins, et même des tortues marines. Vous ne pouvez pas du tout nager avec eux, c'est juste admirer le spectacle en fait. Et après avoir été voir les animaux, on a invité à faire du snorkeling pour aller voir le corail, mais on nous le dit même sur le bateau, c'est pas le corail qu'on imagine, tout coloré avec des poissons dedans. Là, globalement, c'est un fond marin mort. Il est fort endommagé. Complètement. Le tour, il est bien encadré par les gens qui le font et la nourriture est comprise, ils vous déposent, ils vous donnent le temps de manger, etc. avant de repartir pour la suite. Donc vraiment, c'est resté une très belle journée. Notre dernier arrêt avant d'aller à Cancun, c'était Playa del Carmen, qui est très connue pour ses plages, mais au moment où on y était, eh bien, c'était la Sargasse encore une fois. Et sinon, surtout la 5e avenue, une rue longue de plusieurs kilomètres avec des magasins en tout genre, les chics et aussi des choses plus typiques. Donc c'est vraiment le centre commercial en plein air. Et le centre d'intérêt un peu de... Le centre d'intérêt de la ville. Je pense qu'on n'y a pas fait grand chose d'autre à part profiter du coup de cet endroit de la ville. Oui. Voilà ce qui clôture notre road trip au Mexique. On espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et pour tout ce qui est du voyage en détail, le prix de notre voyage et la carte, vous retrouverez tout ça sur notre site qui est timeloop.be. Salut.